mademoiselles, messieurs, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Le président Jovenel Moïse est intervenu ce jeudi de façon virtuelle à la tribune de l'ONU lors de la 75e Assemblée générale ordinaire de l'Organisation mondiale. Dans son intervention, le chef de l'État a promis des élections crédibles, honnêtes et démocratiques. Le président de la Cour supérieure des comptes, Rogaville Boisguélé, dénonce l'intrusion du ministre des Travaux publics, Joséus Nader, mercredi dans les locaux de la Cour des comptes. Le ministre affirme pour sa part qu'il a été piégé. L'association SOS Journalistes dénonce et condamne les agressions dont ont été victimes des journalistes à la Cour des comptes. Guilherme Delva qualifie ces actions d'atteinte grave à la liberté de la presse. Des élections libres, crédibles, honnêtes, transparentes, démocratiques et inclusives, c'est ce que promet le président Jovenel Moïse à la communauté internationale lors de sa participation ce jeudi à la 75e Assemblée générale ordinaire des Nations unies. C'était aussi l'occasion pour le chef de l'État, à travers une vidéo préenregistrée pour cause de Covid-19, de s'exprimer sur l'état actuel de l'Organisation mondiale et les éventuels changements en perspective au sein des Nations unies. Jovenel Moïse a également plaidé en faveur d'une reconnaissance de la République de Chine, Taïwan, par les États membres de l'ONU, tout en remerciant l'État insulaire pour son aide dans la lutte contre le Covid-19 en Haïti. Suivez un extrait du discours du président Jovenel Moïse. Monsieur le Président, nous sommes à 10 ans de la date butoir pour la réalisation pleine et entière des objectifs de développement durable. Beaucoup de pays ont déjà réalisé des progrès considérables en ce sens. D'autres, en dépit de leurs efforts, sont encore à la traîne. En Haïti, les besoins en termes d'urgence, de redressement et de développement à long terme demeurent immenses et exigent un investissement cohérent dans plusieurs domaines. En l'état actuel de mon pays, la poursuite des objectifs de développement durable constitue un défi majeur. Des efforts gigantesques et soutenus devraient être déployés dans les domaines prioritaires tels que les infrastructures routières, agricoles, électriques, numériques, portuaires, aéroportuaires, l'éducation, la couverture sanitaire, les logements sociaux, la mobilisation de l'investissement direct étranger, la reforestation, la protection de l'environnement, la relance de la production agricole, l'accès à l'énergie pour tous à partir de sources renouvelables et l'accès au crédit à tous, surtout aux jeunes et aux agriculteurs. Monsieur le Président, j'ai pleinement conscience de la responsabilité qui est mienne de veiller à l'établissement des conditions essentielles pour garantir la sécurité, la paix, la stabilité et le développement à long terme d'Haïti. Mon pays qui se heurte depuis quelques décennies à une crise socio-économique complexe et à une polarisation excessive et violente de la classe politique ne pourra y faire face seul. La République d'Haïti se relèvera, mais avec un appui durable, cohérent, efficace et bien coordonné de la communauté internationale. Aujourd'hui, la République d'Haïti est amputée d'une institution indispensable à la bonne marche de la démocratie, le Parlement. Nous avons mis en place un nouveau conseil électoral provisoire pour réaliser des élections crédibles, transparentes, inclusives, libres, honnêtes et démocratiques. Fidèle à cette tradition historique, la République d'Haïti s'est toujours évertuée à promouvoir et défendre les valeurs et les principes de liberté universelle, de paix pérenne et de coopération entre les nations du monde entier. Sur cette base, mon pays se range constamment aux côtés des États membres de la communauté internationale désireux de bâtir un ordre mondial plus juste et plus équilibré, conformément aux buts et principes énoncés dans la Charte des Nations Unies. C'est dans cet esprit que je salue l'initiative du secrétaire général qui a formulé des propositions pertinentes pour réformer l'organisation.
Je l'encourage à intensifier les efforts pour renforcer l'ONU, afin qu'elle soit à la hauteur des nouveaux défis du XXIe siècle. À cet effet, j'encourage tous les États à s'engager non seulement à développer une compréhension commune et à mener des actions collectives dans la lutte contre la pandémie de Covid-19, mais aussi à accélérer la mise en œuvre des programmes d'action qui soient conformes aux 3 piliers des Nations Unies: le développement, la paix et la sécurité et les droits de l'homme. Un accrochage sérieux s'est produit le mercredi 23 septembre entre le ministre des Travaux publics, M. Joséus Nader, et des fonctionnaires de la Cour supérieure des comptes. Des employés ont pris en otage le ministre Nader, considérant sa présence comme une intrusion dans le fonctionnement de la Cour. L'incident serait le résultat d'un malentendu entre le ministre Nader et des conseillers de la Cour. Selon les informations communiquées par le gouvernement, le ministre des Travaux publics s'apprêtait à faire le dépôt du projet de contrat d'électricité corrigé suivant les recommandations du tribunal administratif. Les nerfs sont à fleur de peau entre le gouvernement et la Cour des comptes. Les fonctionnaires protestataires ont accusé le ministre d'avoir tenté d'influencer les résultats de l'élection du président du Conseil. Le conseiller Rogaville Boisguéné a été réélu dans ses fonctions par ses collègues. Le président de la Cour aurait protesté contre la présence du ministre avec des individus lourdement armés. Le Premier ministre Joseph Joute est intervenu pour évacuer le différend qui témoigne de la crise née de la publication des rapports sur la gestion des fonds Petro-Caribé. Des militants de l'opposition sont également intervenus afin de protester contre le gouvernement qu'ils accusent de corruption et de gouvernance arbitraire. Intervenant ce jeudi pendant le journal du matin de Métropole, le juge Rogaville Boisguéné a déploré qu'un ministre puisse pénétrer de manière inopinée dans des zones protégées des locaux de la Cour supérieure des comptes, accompagné de caméramans, de photographes et d'hommes cagoulés pour y déposer un simple dossier de contrat. Le juge Rogaville Boisguéné dément avoir un contentieux avec le ministre Joséus Nader. Il regrette que ce dernier ait décidé de ne pas respecter les procédures concernant le dépôt d'un dossier. L'association SOS Journalistes dénonce et condamne les agressions dont ont été victimes des journalistes à la Cour des comptes. En conférence de presse ce jeudi, Guilherme C. Delva a fait savoir que des matériels de travail de 2 journalistes de la TNH et de Téléguinin ont même été saisis lors de l'accrochage entre le ministre des Travaux publics Joséus Nader et le président de la Cour Rogaville Boisguéné. Monsieur Delva, qui qualifie ces actions d'atteinte grave à la liberté de la presse, exige que l'institution restitue les matériels saisis et que des explications soient fournies dans le cadre de ce dossier. Lancement officiel de la plateforme politique Voix Jeunesse ce jeudi à Port-au-Prince. Cette fondation a pour objectif d'intégrer et d'impliquer de manière systématique la jeunesse haïtienne dans les affaires politiques du pays. C'est aussi une institution qui accueille tous les jeunes venant d'horizons divers et qui invite tous les jeunes qui aimeraient participer à la construction de la société haïtienne à adhérer à leur initiative. Vu de décadence, situation critique socio-économique pour la société, pour nous dire que gagne l'avenir toujours. Gagne l'avenir à travers Voix Jeunesse. Voix Jeunesse sont des outils que toute jeune, nous avons dit majorité jeune qui est dans ce société, qui est dans 4 pays à méthode d'accord aujourd'hui là, que jeunes dit yo veulent engager, veulent entrer en logique de représentativité et d'intégrité. Parce que moi, je dis ça comme valeur dans ce temps c'est perdu qui vient rendre que population aux abois, population ne peut pas faire personne confiance. Donc dans ce sens ça, nous-mêmes au niveau équipe ça, au niveau Voix Jeunesse, nous dit que Voix Jeunesse sont des outils justement qui
l'objectif, le cahier de doléances que nous gagnons après nous avons séance de travail qui commence à continuer pour nous présenter à la presse, pour nous présenter à la population, pour montrer à la population un ensemble d'éléments de base qui sont dans ce état qui permettent aujourd'hui que la population retrouve confiance et garantit que gagner en frange dans la société, dans la jeunesse là, qui veut travailler non seulement pour remotiver, mais réintégrer encore une fois engagement pour la bataille, ni sur le plan social, ni sur le plan politique, sur le plan économique, tout, et pour montrer à la population que journée aujourd'hui là, ça dit réellement dans la RIA que la jeunesse peut exister, ça dit dans la RIA que la jeunesse est démotivée, que la jeunesse est démissionnée pour nous dire non, oui, nous d'accord que nous pagons l'État qui a une politique jeunesse, qui pour instituer des programmes sociaux qui vous permettent jeunes à intégrer réellement et conscient que convaincu tout que journée aujourd'hui là vu à situation socio-économique politique là qui désastre critique que lui-même il doit engager pour changer ça parce que Haïti nous rêve Haïti nous souhaite c'est pas ça là c'est la jeunesse qui doit porter main là pour changer ça. Environ 10 millions d'euros sont disponibles pour le secteur culturel haïtien, a annoncé la chef de la délégation de l'Union haïtienne en Haïti, Sylvie Tabès. Ce financement entre dans le cadre du renforcement de la société de l'Union européenne dans le pays, a poursuivi Madame Tabès. La Fondation Haïti Jazz et l'association Caracoli sont les opérateurs culturels qui ont remporté l'appel d'offres de ce programme de financement au secteur culturel haïtien. Environ 13 associations et organisations culturelles réparties dans divers secteurs vont bénéficier de ce fonds pour renforcer leurs projets, promouvoir leur domaine d'activité sur le plan managérial et économique, ont annoncé Milena Sandler et Pascal Joret, respectivement coordonnatrices de la Fondation Haïti Jazz et de l'association Caracoli. Suivez ce reportage de Jean-Jules Desaugustes. Ce fonds alloué au secteur culturel entre dans le cadre du programme d'action pour le renforcement des organisations culturelles haïtiennes à Roche, qui sera piloté par la Fondation Haïti Jazz et l'association Caracoli, a expliqué la chef de délégation de l'Union européenne en Haïti. Madame Sylvie Tabès croit également qu'il s'agit là d'une véritable opportunité de poser les bases d'un renforcement du secteur culturel haïtien tout en faisant l'éloge de la richesse culturelle du terroir. Les explications de Madame Sylvie Tabès. Donc là, dans le cadre de ce programme, qui est quand même un montant substantiel de 10 millions d'euros, on va faire plusieurs choses. Certaines avec la jeunesse, certaines pour lutter contre la violence de genre, d'autres dans le cadre du changement climatique. Et donc, nous avons ces activités-là aussi. Je suis très heureuse qu'on puisse vous accompagner un petit peu dans vos projets qui sont vraiment extraordinaires. Milena Sandler est la coordonnatrice de la Fondation Haïti Jazz, principale structure chargée du pilotage du programme d'action pour le renforcement des organisations culturelles haïtiennes à Roche. Elle tenait à préciser les objectifs du programme en termes de financement du secteur culturel haïtien. Renforcer les capacités professionnelles des opérateurs culturels, celles des organisations à travers la mise en œuvre de leurs événements culturels et le renforcement de leurs activités, et celles des techniciens son et lumière. Également, ce qui était important pour nous, c'était la valorisation des femmes à des postes de décision et des emplois qualifiés. D'ailleurs, sur les 13 bénéficiaires, il y en a 8 ou 9 qui sont dans ce cas-là, donc on est content. La constitution de réseaux professionnels et la sensibilisation à la gestion éco-responsable des événements culturels. L'autre co-exécutant du programme est l'association Caracoli. Sa coordonnatrice, Pascal Joret, s'exprimait sur les stratégies de recrutement et de sélection des bénéficiaires de ce fonds de financement. Les 13 organisations et associations culturelles retenues dans le cadre du programme à Roche, financé par l'Union européenne, évoluent dans divers domaines d'activité culturelle et viennent de tout le pays, selon Pascal Joret, coordonnatrice de l'association Caracoli, qui en a profité pour évoquer la transparence de ses choix. Plusieurs conditions, telles que le fait que les organisations devaient être enregistrées légalement depuis au moins 3 ans, le fait qu'elles devaient démontrer leur expérience dans le domaine de l'organisation d'événements culturels et qu'elles devaient également démontrer leur expérience dans la gestion de fonds, d'au moins 2 subventions d'un montant égal ou supérieur aux fonds qu'elles allaient demander.
Donc, on a reçu 45 propositions, on en a présélectionné 15. Une deuxième étape de la sélection, on en a retenu 10, auxquelles sont ajoutées 3 organisations qu'on a choisies directement pour des projets spécifiques. Les projets financés dans le cadre de cette première édition du programme d'action pour le renforcement des organisations culturelles haïtiennes se dérouleront de septembre 2020 à février 2021. Toutes les organisations culturelles pourront réaliser des activités de substitution au cas où les événements projetés ne pourraient se tenir en présence du public à cause de la pandémie de COVID-19. Mais en plus du financement à hauteur de 10 millions d'euros du programme d'action pour le renforcement des organisations culturelles haïtiennes à Roche, la chef de délégation de l'Union européenne en Haïti, Sylvie Tabès, ne voulait pas laisser passer l'occasion de prodiguer un conseil salutaire au peuple haïtien. À nous mettre main ensemble pour nous, by Kilti Haïti chéri, j'arrête. Comprenne qui pourra. L'Union nationale des sous-agents de transfert d'Haïti, UNATA, s'oppose dans une note à la circulaire 114-2 de la Banque de la République d'Haïti et annonce la fermeture de tous les bureaux de transfert sur le territoire national comme première mesure de protestation. Alors, pour nous éclairer un peu sur cette question, nous avons avec nous, par visioconférence, M. Pierre Renel, président de l'UNATA. Bonsoir, Pierre Renel. On salue Serge, on salue tous auditeurs avec auditrices Radio Métropole et tous téléspectateurs, téléspectatrices Radio Télé Métropole. Voilà, bon, monsieur... Pour moi, commencer avec vous après-midi. C'est un plaisir. Monsieur Renel, on attaque les questions par le début. Et circulaire 114.12 là, si me changez bien, il y a 2 exigences que l'y fait. Premièrement, et nous obliger et bail mounio kobla en monnaie nationale. Et deuxièmement, avec comme taux de référence le taux de la Banque de la République d'Haïti. C'est bien ça? Exact. OK. Exact. Bon, alors, maintenant, à partir de là, et qui ça nous gagne, nous-mêmes, dans une attaque contre M. Sarr? Serge, forme de bien que nous-mêmes, sous-agents, nous, c'est des entrepreneurs qui investissent, ça nous gagne dans le secteur pour nous capables de la population service. Parce que le secteur transfert là, en dehors de business que l'IA, ils sont un secteur qui baille service à la population. Pour la simple et bonne raison que il y a un pile sous-agents qui sont dans une zone très reculée et que les banques commerciales ne peuvent pas arriver dans une zone, c'est nous-mêmes qui desservons la population. Très bien. Et dans le premier temps, BRH a fait sortir 114-1 et que nous avons protesté contre lui. Nous avons rentré par rapport avec eux. Nous avons estimé que il n'y a pas d'avantage et agents autorisés et il n'y a pas d'avantage en grande majorité de la population. Il faut que nous comprenions que aujourd'hui, le pays est un pays qui est dollarisé. Peut-être que on a besoin d'acheter un sachet de l'eau et dans le sens que c'est $100 pour acheter. Et deuxième bagaille, nous n'avons pas qu'à de progrès pour nous choisir payer transfert diaspora à faire pour famille, pour nous dire que nous avons balayé en goutte. Et non seulement nous avons balayé en goutte, et que tout ça qu'a fait là, c'est que depuis en l'air, banque là, avec tout et BRH, de tout et séquestrer $, depuis en haut, et pas aucune possibilité pour $, les circuler sur le marché. Donc nous opposons avec parce que c'est une mesure qui a crasé le business et qui a crasé la classe moyenne. Là. Donc c'est pour, et dans l'optique ça, nous choisissons, et nous-mêmes pour nous protester, pour nous fermer le bureau, nous, jusqu'à ce que BRH ait décidé pour leur décision. Mais est-ce qu'on a nous plus d'explications? Parce que bien entendu ça au dia, et parfaitement conscient que bureau de transfert apprennent des énormes services, surtout dans tout coin reculé côté Paguemboc. Mais en qui ça le fait que ou bail comme là en good au lieu bail en dollars, en qui sens il pénaliser nous? La pénaliser nous, et tout BRH, ce n'est pas lui-même qui a appliqué dans la banque commerciale. Et je dis à la, si tout BRH a été 75 gouttes,
à vérifier dans le banque commerciale après, tout par c'est à 70 ou bien 71 gouttes. Ça, c'est le premier bagage. Donc, nous-mêmes, c'est avec banque commerciale que nous faisons affaire. Donc, par exemple, nous finissons payer $10,000 pour une compagnie. Nous entrons dans la banque pour récupérer $10,000, ça, nous travaillons pour une bail client. Banque là, en retour, il n'a pas qu'à payer nos $10,000, c'est $3,000. Il dit nous qu'à nous là-dedans parce qu'il dit pas qu'il y a $1 suffisant pour nous. Donc, jusque-là, ce n'est pas un problème. Maintenant, c'est qui ça? Il négocie avec nous et que banque là lui-même, tout le banque là, c'est ça que fait le gouverneur a fait une déclaration. Donc, nous rendons compte que dans la déclaration qu'il fait, c'est une déclaration pour soulever la population contre nous-mêmes qui ont un petit business dans le secteur privé. Côté que il dit que gain de côté dans vente banque et à 70 gouttes, nous affiché 50 gouttes dans bureau nous. Mais le gouverneur n'a pas dit tout. Nous-mêmes, agents autorisés qui ont bureau transfert, et le noir, par exemple, nous faisons travail pour banque pour $10,000. Banque n'a pas remboursé nous $10,000 parce qu'il n'a pas gagné $10,000 pour le banon. Banque dit nous la remboursé nous $3,000. On exemple comme ça. D'accord. Monsieur Renel, est-ce qu'on peut essayer d'expliquer nous dans quel sens de exigence que BRHT fait, à savoir payer Mounio en gourde et au taux de la BRH, dans quel sens ça a pénalisé l'agence de transfert? OK. Donc, dans le premier temps, M. Léger, j'aime dire c'est que BRH fait sortir première circulaire là, et que nous avons protesté contre lui parce que nous avons estimé qu'il n'y a pas d'avantage. Nous-mêmes qui dans le secteur privé, qui ont des business en classe moyenne, nous estimé que il n'y a pas d'avantage de masse peuple lui-même, par exemple, qui besoin d'acheter un panneau solaire, les besoin d'acheter un pâte dentifrice de nos jours, c'est $1 pour l'acheter. Donc, c'est ça que fait nous-mêmes, nous avons protesté contre lui. Et ceci, nous pas voulu tout pour la population venir en façon pour penser que, pour nous connaître que, la population pas connaître que c'est BRH qui fait nous payer transfert en gros. Par exemple, si client vient là, il vient pour $50, il demande pour changer $30 pour lui. Et il doit comme ça que l'argent tellement passé rapide, il ne peut pas changer tout $50, il va changer $30 pour lui, il va $20. $20 pour serrer la caille pour la changer dans dimanche pour faire manger la caille. Donc nous-mêmes, comme les gens qui ont bureau de transfert, nous ne sommes pas capables de choisir pour changer l'argent client depuis un lait. Donc nous estimons que sont abus à faire la population, sont abus à faire la classe moyenne. Ça c'est le premier bagage. Deuxième bagage, les bureaux de transfert, ils vivent, ils dépendent complètement de change dollar là. Parce que nous-mêmes, par exemple, nous avons un transfert pour maison mère là. Maison mère là, ils nous $0,50 ou bien $0,60 et comme commission. Eh bien, commission, ça l'a multiplié pendant un mois. Des fois, il n'y a pas qu'à bailler $200, il n'y a pas qu'à bailler $300. Mais imaginez bien comment que bureau de transfert pourrait exister si, par exemple, donc là, depuis un il tout fait change et client, il prend tout ça, nous décompte comme bénéfice. Comment nous allons exister? Comment nous allons faire pour nous payer des milliers d'employés qui travaillent ensemble avec nous? Comment nous pouvons faire pour nous payer qui c'est $1 nous payons chaque année ou bien chaque mois? Comment nous pouvons faire pour nous payer Internet que nous payons chaque mois $1? Comment nous pouvons faire? Donc, ce n'est pas une décision qui est en faveur de nous, il n'est pas jamais en faveur de nous parce que non seulement l'idée du business nous, l'idée de l'investissement nous. Maintenant, deuxième question, les jeux où tu dis que nous, BRH demandé pour nous payer avec taux de référence. Mais les banques commerciales ne pas servi avec taux de référence BRH. Et ensuite, taux de référence BRH là, c'est un calcul BRH fait en fonction des transactions qui étaient faites de la veille. Maintenant, il y a là, exactement. Mais comment nous pouvons utiliser taux BRH, taux de référence BRH dans le bureau nous, alors que banque nous fait affaire ensemble avec eux, qui achètent des dollars dans nous, c'est à tout pareil, nous avons des dollars. Maintenant, je dis à la le gouverneur a pris la parole. Nous, le gouverneur n'est pas en faveur, nous, c'est en faveur banquier. Côté que lui dit que nous avons payé et nous affiché à 50 gouttes et que nous avons pris $20, 70 gouttes dans la banque commerciale. Mais non, mais clientèle là, de nos jours, et les souvent entrés dans une banque, ou elles font des actions dans une banque. La banque ne va pas acheter plus que $50. Non, il y a là, et reste, si vous prenez $500 dans la banque va donner $50, il va acheter dans le monde. Et reste là, quand on va changer pour capable fonctionner. C'est un bureau de transfert pour entrer, c'est un bureau d'échange pour entrer.
Maintenant, est-ce que le bureau d'échange dans lui-même est capable de changer $50 pour $100 avec taux de référence BRH, alors que c'est avec tout banque l'envers il achète nous-mêmes. Et de nos jours, et comme de Sagaro, en pile bureau de transfert en difficulté, c'est parce que non seulement agents, nous-mêmes sous-agents, nous pas un côté pour nous vendre $, qui n'amènent nous, parce que banque va acheter nous, et non seulement ça, ils n'ont pas besoin de $, tout parce qu'ils disent qu'ils n'ont pas de $. Pour nous. Donc, si on fait pour éliminer le bureau de transfert, pour capable de transporter tout ça qui gagne par les commercial. Donc, nous estimons que son bagage qui en faveur un groupe, son bagage qui c'est pour l'enrichir, pour le rendre un groupe qui était riche, déjà venu riche, et puis pour détruire nous-mêmes qui étaient des éléments qui ont travaillé dans la classe. Bon, je comprends le raisonnement, là, M. Renel, mais qui intérêt la banque a gagné pour le détruire au business quand le business a fait? Nous-mêmes, nous couvrons tout le territoire, dans tout petit côté que pas gagné la banque, et ce sont des milliards de dollars de transferts de la diaspora en particulier que nous recevons chaque année. Qui impacte, qui conséquences ça prend le gain pour clients nous, ça prend une catastrophe. Bon, naturellement, les nous-mêmes nous pas voulu pour clients souffrir. Et nous-mêmes. Mais ils prennent le souffrir. Non, écoutez, en réalité, nous-mêmes nous c'est deux personnes qui vivent dans la population, nous-mêmes c'est nous-mêmes qui vivent dans le quartier populaire, c'est nous-mêmes qui dans la classe moyenne. D'ailleurs, si business ça nous fait c'est des petites entreprises. Donc nous-mêmes, c'est dans l'entraille et la population nous sortit. Nous n'avons pas aucun intérêt pour notre population souffrir, nous comprenons ça. Et nous conscients tout que ça n'a pas d'impact sur le monde et qui vivent et qui dépendent de rentrer transfert en Haïti. Nous avons fixé ça nous-mêmes. Nous protester et nous demander pour BRH de concert avec nos commerçants de Sao parce que nous, c'est météo pour capable de détruire et si business nous demander pressé pour prendre une décision pour rentrer circulaire ça et pour nous donner une opportunité pour nous continuer à fonctionner. Maintenant, léger, nous-mêmes, comme sous-agents, comme de c'est pas banque commerciale qui va nous pour nous travailler. C'est de contrat nous faveur, c'est l'argent pas nous investi. Ils n'ont pas gagné, BRH pas gagné pour mettre tête ensemble avec banque commerciale pour partager ça nous compte comme profit pour dire faut nous banque là donne faut la donne. OK? Donc on va regarder que yo dit a ban 70%, il a changé l'argent depuis l'autre bord, depuis en haut il a changé il a ban 70% en route. Donc il a ban 30% et 30% ça. Donc côté ça nous va pas avec. Comment on peut le faire pour le business, ça nous va le faire avec employés ça on a travaillé avec eux. Le par exemple, là, le stock qui est depuis en haut de changer. Et quand Bita qui est dans la rue, qui est en train de avec le lever petit, qui occupe madame, qui paye caillou, ça on va le faire avec eux. Donc, ça, c'est une bataille qu'a fait pour la population. Ça n'a pas fait en faveur de la population liée et nous souhaitons que vous compreniez ça. Oui, non, je comprends ce qu'on dit. Donc, finalement, qui ça demandé? Nous demandons BRH pour l'autoriser, nous recevons le transfert en dollars, pour nous remettre les en dollars, c'est ça? Et normalement, nous voulons que BRH pour le retourner pour tout ce qu'il est là, parce que c'est une manœuvre qui a fait, un complot qui a fait pour détruire les business, pour détruire la classe moyenne, parce qu'il y a pile monde qui vit et qui dépend de ça seulement, de dollars seulement. Oui. D'accord, je comprends ce qu'on dit, mais dans le même temps, bon, ministère commerce a gourmand pour tout prix et en good, on ne doit afficher rien en dollars et sous fait une contravention, etc., etc. Bon, enfin, nous souhaitons bonne chance parce que là, nous appelons communiquer nous dit que nous avons commencé, c'est pas le premier pas. Le premier pas, nous avons fermé tout bureau de transfert sous toute l'étendue du territoire et nous bien fait connaître que première mesure ça c'est seulement aux premières mesures de protestation qui veut dire que si gouvernement, si BRH pas dans nos satisfactions et n'a poussé pour pied devant. Qui ça pied devant y est? Bon, pied devant et les nouvelles réponses n'a fait annoncer toute population et n'a mis la presse au point et n'a fait une équipe n'a fait. D'accord. Et fermeture des bureaux, c'est à partir de qui l'en a fait? À partir de ce dimanche 27. Dimanche qui a venu là. Exactement. Bon.
Eh bien, M. Renel, merci pour l'explication. J'espère que Napka Chita avec mon BRH et gouvernement pour une discussion ouverte, carte sur table, côté chaque monde a metté et argument palio et que nous avons une solution. Parce que j'aime dire là, mon cap puis souffrir dans ça, bien sûr, nous-mêmes nous avons souffert parce que nous ne pouvons pas rentrer l'argent encore, business nous a perdu, mais c'est tout le monde qui a qui transfère ça, qui parle puis souffrir dans ça. Donc vraiment, je souhaitais que nous ayons un dialogue franc et côté tout catio et sous table là pour nous faire nos décisions rapides. Oui, M. Léger, moi remercie tout le monde qui t'a attendu Radio Télémétropole et nous souhaitons à bientôt. Merci, M. Renel. À bientôt. Merci beaucoup. Voilà, c'était M. Pierre Renel, président de l'UNATA, qui est l'Union nationale des sous-agents de transfert d'Haïti, qui nous disait les désaccords qu'il a avec la circulaire 114-2 de la Banque de la République d'Haïti, qui exige que les transferts soient payés en gourde au taux de référence de la BRH. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles. N'oubliez pas que vous pouvez suivre Métro News en différé sur YouTube à l'adresse Métropole Télé. Et voilà, à la prochaine, même heure, même chaîne.